Bienvenue. Ici, nous ne parlons pas pour rassurer, nous parlons pour comprendre. Comprendre ce que les gens font quand ils pensent ne pas être observés, comprendre ce qu'ils disent pour masquer ce qu'ils veulent vraiment, comprendre pourquoi les schémas se répètent, et je dirais même les mêmes schémas, notamment en amour, en famille, au travail, dans les cercles de pouvoir. Dans cette série de podcasts, nous analysons la nature humaine sans phare et les comportements sociaux sans naïveté, et les dynamiques invisibles que peu osent nommer, mais que tout le monde subit. Ici, vous n'apprendrez pas comment être aimé, vous apprendrez comment le monde fonctionne réellement. Installez-vous, observez et surtout, écoutez avec lucidité. Dans les dynamiques sociales, notamment les dynamiques féminines, certains phénomènes ne peuvent être compris que si l'on accepte une idée centrale. Les relations ne sont pas figées. Elles évoluent en fonction des écarts de position, de perception et de trajectoire. Et lorsque des écarts deviennent trop visibles, une séquence particulière peut apparaître, une séquence progressive, rarement consciente, mais pourtant extrêmement structurée. Ce que vous pouvez observer, si vous affinez votre lecture, mesdames, ce n'est pas un rejet immédiat. C'est un processus en 4 temps que Lady Shiglam a pris le temps de mettre en exergue et qui sera également un élément central dans un prochain ouvrage qui sera accessible gratuitement pour les membres de la communauté privée, à savoir l'abonnement La Haute Instance. Et les autres, vous pourrez également l'avoir moyennant paiement, mais avec un coupon. Voilà, donc vous ne payerez pas grand-chose, étant donné que vous êtes membre. Et celles qui ne sont pas encore membres de la communauté, vous payerez le prix plein, notamment celui qui est affiché sur la plateforme privée. Et donc, ce schéma, qui constitue la dissonance féminine dans les dynamiques sociales, et par extension les dynamiques qui concernent les femmes, va se produire en plusieurs étapes que j'ai mis en lumière, notamment par la fascination, l'imitation, et puis, dans certains cas, une réduction, et pour finir, une tentative de disqualification sociale qui passera par une campagne de diffamation. Alors, cette séquence que nous allons mettre en exergue, ça constitue ce que l'on peut appeler une dissonance féminine. Alors, je sais que c'est un nouveau mot, donc c'est notre vocabulaire communautaire. Normalement, on dit la dissonance cognitive, mais chez nous, ici, entre nous, on va appeler ça la dissonance féminine. Alors, ce sont ces 4 étapes que nous allons mettre en lumière. Ça commence par la fascination à la diffamation. Donc, on commence par la fascination et la dernière étape, c'est la diffamation. Les membres de la communauté privée, vous avez vu, je me suis éclatée à faire des schémas. Je vous encourage à aller regarder ces schémas, parce que ça, en fait, avec ces schémas, ce sera visuel. Et donc, pour les enseignements privés, donc je vais vous projeter les schémas que j'ai faits. Et donc, on va examiner point par point, décortiquer cela, mais également mettre en avant des actions concrètes pour pouvoir, on va dire, neutraliser ce type d'attaque qui pourrait provenir d'autres femmes qui vous en voudraient d'être épanouies dans votre vie, qui vous en voudraient d'être concentrées sur vos ambitions, sur vos objectifs en fait, qui vous en voudraient d'exister. Voilà. Et donc on passe par la fascination et la dernière étape qui est la diffamation. Sachez que c'est une anatomie d'un basculement invisible. Et c'est vrai que ça ne peut être compris qu'à condition d'abandonner une lecture naïve des relations sociales, notamment les relations qui concernent les femmes. Et étant donné qu'on va tout faire pour abandonner cette lecture naïve, et pourquoi ? C'est pour adopter une grille d'analyse. Et c'est très important, et c'est ce que j'encourage dans la communauté privée. Nous ne sommes plus dans le développement personnel, on prend le temps d'analyser les choses et de poser des actes. Donc voilà, on n'est pas dans la passivité et de laisser faire les choses ou d'attendre une solution quelconque de la part de qui que ce soit. On fait une grille d'analyse, on essaye de comprendre la situation et nous-mêmes, nous sommes assez grandes, assez matures pour pouvoir poser les cartes et agir. Donc, on adopte une grille d'analyse dynamique où les positions ne sont jamais fixes, mais qui sont constamment réévaluées à travers des écarts perçus, intériorisés et régulés. Et dans cette perspective, on pourrait faire le lien avec ce qu'a démontré M. Pierre Bourdieu, toute interaction est traversée par des rapports.
les rapports de capitaux, notamment le capital économique, le capital social, le capital symbolique. Et dès lors, la relation entre deux femmes n'est jamais simplement relationnelle. Et je pense que pour celles qui ont écouté l'un des podcasts que j'ai fait il y a pas très longtemps en disant que les relations que vous avez, très peu de relations sont affectives, elles sont structurelles. D'accord ? Voilà, quand vous avez déjà intégré cet enseignement, c'est juste la continuité de ce que j'ai déjà dit. Donc, les relations féminines ne sont pas simplement relationnelles, elles sont également structurelles et positionnelles. Donc, il y a une position. Ce qui signifie que toute montée en visibilité de l'une va reconfigurer mécaniquement la perception et la place de l'autre. Et donc, ça va produire des ajustements, parfois invisibles, mais qui seront profondément structurés. Et c'est précisément dans cet espace mouvant qui bouge beaucoup, que s'inscrit la séquence en 4 temps que j'ai pris le temps de mettre en lumière et que nous allons disséquer ensemble. Donc, accrochez-vous, on y va. Alors, au commencement, il y a la fascination. Vous qui êtes dans la communauté privée, donc, vous avez à votre disposition le schéma que j'ai fait. Il est beau, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, dans la communauté privée. Il est beau ce schéma, Ah ouais, je suis fière, il est vraiment beau. Donc, il y a la fascination. Un moment silencieux, presque imperceptible, où une femme entre en contact avec une autre, qui incarne une forme de cohérence, de stabilité, voire même de maîtrise qu'elle reconnaît sans nécessairement pouvoir la nommer. Et cette reconnaissance n'est pas anodine, car comme l'a théorisé M. Fitzgiger à travers la théorie de la comparaison sociale, l'individu construit son propre système d'évaluation en se référant à des figures qu'il perçoit comme pertinentes. Ce qui signifie que la fascination n'est jamais pure admiration, mais déjà une forme d'opération cognitive, de positionnement, une manière de se situer par rapport à un modèle vivant, observable et incarné. Et dans ce contexte, l'observation attentive, notamment des questions précises, l'écoute soutenue, ne sont pas simplement des marques d'intérêt, mais des actes d'analyse, presque d'appropriation symbolique. Et c'est là que se niche la première tension invisible, car admirer revient souvent à reconnaître un écart. Et reconnaître un écart, c'est déjà introduire une hiérarchie implicite, une asymétrie silencieuse qui prépare la suite. Et si on doit faire également le lien avec les lois du pouvoir, ce moment correspond à une phase d'évaluation stratégique, proche de ce que M. Robert Greene, qui a écrit le grand ouvrage « Les 48 lois de pouvoir », il le conceptualise dans son ouvrage, notamment par la nécessité d'observer avant d'agir et de comprendre les forces en présence. Tandis que du point de vue de la nature humaine, si on fait aussi le lien avec son ouvrage sur les lois de la nature humaine, il s'agit d'un réflexe fondamental. L'être humain est attiré par ce qu'il révèle une version potentielle de lui-même qu'il n'a pas encore atteinte, et ce qui transforme la fascination en miroir autant qu'en tension. D'accord ? Voilà, ça c'est la première phase. On va passer à la suite de ce schéma. Les lady membres, vous voyez, la deuxième étape. Vous qui êtes sur YouTube, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce schéma. Mais bon, imaginez, faites travailler votre imagination. Maintenant, on a la deuxième étape. C'est l'imitation. Le mimétisme, comme M. René Girard l'aurait mentionné dans ses ouvrages. Donc l'imitation, c'est une phase charnière où l'écart perçu, encore jugé accessible, va déclencher un mécanisme de rapprochement. Et ici, les travaux de M. Gabriel Tarde sont éclairants, puisqu'ils vont montrer que la vie sociale repose largement sur des dynamiques d'imitation. Les individus reproduisent ce qu'ils perçoivent comme désirable ou supérieur afin de réduire la distance qui les sépare de ces modèles. Cependant, dans cette configuration spécifique, l'imitation n'est pas un simple apprentissage, et je dirais même ce n'est pas un simple apprentissage neutre, mais c'est plutôt une tentative de réduction accélérée de différentiels symboliques, ce qui va se traduire par l'adoption de codes invisibles. Et c'est comme ça que vous verrez que certaines femmes vont commencer à recopier votre manière de parler, votre posture, votre style vestimentaire, votre style capillaire, votre structure des idées, sans nécessairement
intégrer les fondations invisibles qui les rendent cohérents. Et donc ça va créer ainsi une forme de proximité apparente, mais fragile. Et ce mimétisme orienté agit comme un raccourci social, une manière de s'aligner sans passer par le processus de construction interne. Et c'est précisément par ce processus de construction interne et que cette dissociation entre apparence et structure qui va préparer la rupture suivante. Notamment, si je fais le lien avec les lois du pouvoir, cela va renvoyer à la logique de captation et d'appropriation des signes de pouvoir. Imiter pour accéder, donc quand on vous imite, c'est pour accéder à quelque chose que vous possédez. Copier pour exister, ce sont des personnes qui n'ont pas leur propre personnalité, ou même leur propre identité, et donc pour retrouver cette identité, elles doivent se figer donc sur l'existence de quelqu'un d'autre et donc copier ce que l'autre fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le mimétisme. Et aussi, ça peut devenir un risque implicite évoqué par Monsieur Green, celui de devenir une copie sans substance, donc une menace instable plutôt qu'un allié fiable. Tandis que du point de vue de la nature humaine, ce phénomène va révéler plutôt une tendance profonde à privilégier les gains rapides de statut perçus plutôt que les transformations longues et coûteuses de l'identité réelle. Ce sont des personnes qui fourniront moins d'efforts pour arriver à des résultats probants. Donc le raccourci intellectuel, ce sera de privilégier la copie afin de pouvoir avoir des gains rapides. Et puis survient, vous qui êtes dans la communauté privée, troisième étape de ce schéma, c'est la phase de réduction. La phase de réduction symbolique. Et ça, c'est une étape vraiment très particulière. Et je dirais même qui est cruciale dans ce schéma. C'est un moment critique où l'imitation maintenant atteint ses limites et où la réalité de l'écart réapparaît. Non plus comme une distance stimulante, mais comme une tension inconfortable. Et c'est ici que la théorie de la dissonance cognitive de M. Fichtger va prendre toute sa force explicative. Lorsque l'individu perçoit un décalage entre ce qu'il valorise et ce qu'il est effectivement capable d'incarner, vous savez ce qu'il va faire ? L'individu va entrer dans un état de tension psychique qu'il doit impérativement résoudre, soit en s'élevant pour combler l'écart, ça c'est une solution, ou voire même, dans l'autre camp, ce serait de modifier sa perception de l'autre pour réduire la dissonance sans effort structurel. Et vous savez ce que beaucoup de femmes font ? Le raccourci intellectuel, ce sera beaucoup plus facile de réduire symboliquement l'autre que de s'élever. Donc voilà pourquoi vous remarquerez que beaucoup de femmes vont préférer vous réduire sur le plan symbolique. Et donc dans de nombreux cas, la seconde option s'impose parce que elle est plus immédiate, elle est moins coûteuse et socialement plus discrète, ce qui va se traduire par un glissement progressif du discours, notamment ces fameux discours nuancés, où on vous réduit symboliquement, où l'admiration initiale se nuance, se fissure, puis se réconfigure en remarques ambiguës, en compliments conditionnels, en critiques légères mais répétées qui visent à diminuer symboliquement ce qui auparavant était valorisé. Et ce processus n'est pas une attaque frontale, mais un ajustement narratif. Beaucoup de femmes aiment ajuster leur narration. Voilà pourquoi il y aura également un podcast dédié au narratif féminin. Je vous ai dit, je mettrai en avant, d'habitude, dans mes podcasts, je mets en avant la nature humaine, mais il y aura au moins 50 podcasts, voire même plus, parce que j'ai tellement de sujets que je peux aborder sur la nature féminine. L'ajustement narratif, beaucoup de femmes font ça, et ça fait partie de la nature féminine. Et notamment, ça sera une manière de rééquilibrer la perception pour restaurer une forme de confort interne. Et du point de vue des lois du pouvoir, parce qu'il faut qu'on fasse un lien avec les lois du pouvoir, il s'agit tout simplement d'une stratégie classique de dévaluation de la cible lorsque l'élévation personnelle échoue, un mécanisme implicite de repositionnement qui va donc consister à abaisser la valeur perçue de ce que l'on ne peut pas atteindre. Tandis que du point de vue de la nature humaine, cela va révéler une constante fondamentale que je vais mettre en exergue. L'être humain protège son identité afin de poursuivre la vérité, préférant ajuster sa perception du réel plutôt de confronter ses propres limites. Enfin, ça c'est vraiment, on arrive ici vraiment,
Ça, c'est la dernière étape. Dans certaines situations, parce qu'il faut le dire, et de toute façon, je l'explique très bien dans mon ouvrage, toute attaque ne demandera pas qu'on arrive au point où on attaque cela sur le plan juridique, d'accord ? Mais dans certaines circonstances, dans certaines situations qu'également que je mettrai en lumière dans un prochain podcast, mais également dans mon ouvrage, il y a des situations que la loi condamne. Et beaucoup de comportements se font comme ça sur les réseaux sociaux. Quand une personne, après un avertissement, elle continue, elle réitère ce type de comportement, et qu'on a toutes les preuves qui pourraient vraiment démontrer son comportement, qui fait vraiment preuve qu'elle n'a pas une bonne foi, elle ne fait pas preuve de bonne foi. Alors là, dans ce cas-là, on doit donc constituer un dossier juridique et aller donc prendre contact avec des avocats compétents. Et donc, on pourrait vraiment amener la situation très loin, d'accord ? Voilà. Donc, mais de toute façon, sur le plan juridique, je l'explique bien explicitement dans mon ouvrage. Et d'ailleurs, pour vraiment qu'il soit validé, je le ferai lire à un de mes professeurs pour me dire si voilà, j'ai vraiment bien expliqué certaines choses qu'on a appris au cours. Et donc voilà, pour moi, c'est important que notamment les femmes afrodescendantes, je vous l'ai dit, intéressez-vous au juridique. Il y a des comportements qui se passent dans notre communauté, ce sont des choses qu'on laisse passer. Que ce soit dans la vie de tous les jours, mais encore plus sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, beaucoup de personnes passent sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus, que ce soit des messages par écrit, donc par mail, mais également des messages vocaux, parce qu'il y a aussi une possibilité de me contacter par messages vocaux. Donc, vous me laissez un message vocal, donc il y a un processus, celles qui sont dans la communauté privée, et donc j'écoute votre demande. Et puis, je vous oriente, donc c'est pas du développement personnel, mais c'est juste que je vous apporte quelques pistes pour pouvoir faire une grille d'analyse et trouver une solution par rapport à votre problématique. Et j'étais effarée, en fait, d'avoir des témoignages j'ai pas recensé le nombre, je ne veux pas inventer le nombre, mais c'était quand même plusieurs courriels, donc en tout cas, minimum 10, que ce soit dans les commentaires de la plateforme privée, mais également en privé, où des femmes ont été victimes de diffamation. Que ce soit dans la sphère professionnelle, et une particulièrement, son histoire m'a vraiment touchée. Sa camarade de cours est passée par les réseaux sociaux. Elle a fait une vidéo d'elle, elle l'a postée sur Facebook. Bon, heureusement qu'elle n'a pas une grande notoriété, elle n'est pas suivie par plus de 1000 personnes, mais il faut le dire que à partir du moment où vous êtes dans la même école, donc ça veut dire qu'il y a également d'autres étudiants qui vous connaissent, et donc fatalement, ces confidences, ces problèmes ont été mis sur la place publique et qui ont été déformés, disons-le, pour tout simplement salir cette jolie jeune femme. Et je vous assure, elle est très belle. C'est une jeune lady qui n'a même pas 25 ans, elle a encore toute la vie devant elle, et on est venu la salir comme ça, à lui créer une image de prostituée qui cumule les hommes, des choses comme ça. C'est pour vous montrer le côté vicieux de beaucoup de femmes. Par jalousie, on peut vous inventer mille et une choses. Donc, vous pouvez parler d'un fait, la chose est transformée, tout simplement pour vous salir. Alors, quand votre honneur est mis en jeu, frappez très fort. Je vous l'ai dit, notamment pour les femmes de la communauté afrodescendante, je n'ai vraiment pas pitié de vous. Quand je vous dis, je n'ai vraiment pas pitié de vous, parce que j'ai remarqué qu'il y a un niveau de bassesse et de comportement condamnable au sein de cette communauté. Et certaines personnes vont laisser passer parce qu'elles font preuve d'indulgence. Alors si on rajoute à cela encore le côté religieux, alors là, on vous a perdu. Alors là, vraiment là, on vous a perdu. Ici, ce n'est pas l'église, c'est du Lady Shiglam. S'il faut être très dark, il faut être très dark. Ce sont des femmes, vraiment... il y a des choses que je m'abstiens même de dire publiquement. Ne laissez pas passer ce type de comportement. Et je vous assure, je suis en train de lever une armée. Et c'est pour ça que je fais cet ouvrage. C'est pour vous encourager à connaître les lois, à vous protéger. Parce que la loi condamne ce type de comportement. La calomnie, d'ailleurs, dans mon livre, j'explique la distinction entre la diffamation et la calomnie, parce que ça sont des termes juridiques, il ne faut pas faire d'amalgame. Et donc, c'est important de connaître qu'est-ce que la loi met en place pour ce type de comportement. Que ce soit dans la vie de tous les jours, parce qu'il y en a qui vont très loin. Alors, je dis pas que toute attaque, il faut aller sur le plan juridique, mais de toute façon, je l'expliquerai dans un podcast dédié à ce sujet, mais également dans mon ouvrage, et également sur les réseaux sociaux. Toute attaque ne demande pas non plus d'aller dans le juridique. Mais il y a certaines choses que les gens font sur les réseaux sociaux. Ne laissez pas passer. Quand votre honneur est sali comme ça, on ne laisse pas passer. Et ça, quand on arrive à ce dernier palier de mon schéma, c'est là maintenant que là, vous comprenez que
cette chose-là, c'est pas quelque chose de bénin. C'est qu'on est en train d'attaquer quelque chose parce que vous êtes une menace. Vous savez, on ne va pas tenter de salir la réputation de quelqu'un si cette personne n'est pas quelqu'un de grand. Si on tente de salir votre réputation, écoutez-moi très bien, 1, ça devrait gonfler votre ego, et 2, vous devez vous dire que vous êtes une femme puissante. Et quand je repense à cette jeune femme qui m'avait contactée en me disant que voilà, cette camarade de cours avait relayé certaines choses fausses à son sujet, notamment sur Facebook, c'est tout simplement parce que l'autre camarade, sur le plan hiérarchique et quand on doit prendre ce capital social de la beauté, elle n'arrive pas au niveau. Elle n'arrive pas au niveau. Et comme vous savez souvent dans la communauté africaine, parce que voilà, c'est une femme africaine, il y a un peu ce colorisme. Et à partir du moment que vous êtes un peu chocolat au lait, comme on dit light skin, vous avez un teint un peu caramélisé comme ça et que l'autre c'est une dark skin, elle a une peau un peu plus foncée. Je sais pas pourquoi les gens sont toujours complexés de leur belle couleur remplie de mélanine. Ça crée un complexe. C'est certaines femmes. Elles pensent toujours qu'une femme plus claire est plus jolie. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose qu'on doit encore déconstruire dans la mentalité de beaucoup de femmes afrodescendantes. Donc, elle enviait même la couleur de peau de cette jeune lady. Vous voyez, comment des choses aussi bénignes, vraiment, vous voyez le complexe. Et donc, on arrive à un point où on doit salir. Parce qu'on sait que cette jeune femme représente une forme de beauté, une sorte de capital social. Donc, pour la dévaluer et pour neutraliser toute sa beauté et son aura auprès de la gente masculine, le raccourci intellectuel, ce sera donc de créer une campagne de diffamation, de monter d'autres femmes, d'autres jeunes femmes contre elle, qui lui ont peut-être, à qui elle n'a peut-être rien fait. Je vous assure, mon ouvrage va plaire à beaucoup de femmes. Donc il faut savoir que cet ouvrage a été fragmenté en 2 parties. Donc il y a une partie professionnelle où j'aborde un peu les mécanismes de diffamation qui se font en fait dans la sphère professionnelle. Et l'autre ouvrage que vous allez certainement apprécier aussi, c'est la diffamation en ligne sur les réseaux sociaux. Donc il y a un protocole à suivre également pour vous protéger et il y a tout un chapitre juridique. Donc avant de le faire paraître, comme je vous l'ai dit, je vais d'abord le faire lire à l'un de mes professeurs qui est assez compétent pour ce type de problématique. Et une fois que c'est validé et que c'est très bien expliqué, que mon professeur me dit voilà, Lady Shiglam, vous avez bien abordé le point et que c'est bien clair sur le plan juridique, ça respecte bien les étapes. Donc là maintenant, je pourrai le mettre à votre disposition et donc vous pourrez donc avoir en votre main en fait toutes les étapes juridiques à faire, les choses à faire et à ne pas faire pour vous protéger. Parce qu'il y a des choses aussi, si vous contre-attaquez très mal, ça peut se retourner contre vous. D'accord ? Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Une fois que ce sera validé, sachez que l'ouvrage est terminé. Je l'ai terminé hier, donc je vous fais le podcast, nous sommes le 31 mars, et je l'ai terminé hier, le 30 mars, vers 23h, comme ça. J'ai fait la page, d'ailleurs la couverture, elle est très belle, etc. Donc voilà, je vais le montrer à mon professeur. Dès que c'est validé, je le partage. Donc voilà, donc je reviens à la phase de la diffamation. La dynamique se prolonge jusqu'à la disqualification sociale. Étape de la réduction, ne suffit plus à absorber la dissonance où un récit va se construire, non plus sur les faits, mais sur l'image, transformant progressivement la perception collective de la personne ciblée. Et ici encore, M. Pierre Bourdieu fournit une clé de lecture essentielle en montrant que le capital symbolique, ça veut dire quand vous avez une forme de reconnaissance de la part d'autres personnes, ou même de femmes, ou bien une forme de légitimité, ou bien une belle réputation, c'est un enjeu central des luttes sociales, ce qui implique que lorsque l'on ne peut pas attaquer directement les performances ou les résultats qui se démontrent dans votre vie, on agit sur la perception d'autres personnes qui ont sur vous en redéfinissant la personne elle-même. Ainsi, cette personne va apparaître avec des qualificatifs flous mais puissants. Trop ambitieuse, froide, hautaine, calculatrice, prostituée, arrogante, et on pourrait encore inventer d'autres qualificatifs péjoratifs en fait pour vous discréditer, qui ne reposent pas sur des faits vérifiables, mais sur des impressions diffusées, répétées, intégrée jusqu'à devenir une réalité sociale. Et je dirais même une réalité sociale partagée. Et ce déplacement du terrain, des actions vers la
personnalité correspondent parfaitement à une logique de pouvoir où l'attaque devient indirecte mais efficace parce qu'elle agit sur le regard des autres plutôt que sur la réalité objective. Tandis que du point de vue de la nature humaine, si on fait le lien avec la nature humaine, il s'agit d'un mécanisme de régulation collective où le groupe va chercher à contenir ce qui dépasse, à normaliser ce qui dérange et à réduire ce qui expose des écarts trop visibles. Alors, ce qui va rendre cette séquence particulièrement redoutable, c'est précisément son caractère non conscient. Car comme l'ont montré de nombreux travaux en sociologie et en psychologie sociale, notamment ceux de M. Erving Goffman sur les interactions et les ajustements de façade, les individus ne se perçoivent pas comme stratégiques, mais comme réactifs. Ils ne planifient pas une dégradation relationnelle. Ils s'ajustent à des ressentis, à des comparaisons, à des tensions internes qu'ils cherchent à résoudre, et ces micro-ajustements vont produire, sans intention explicite, des trajectoires relationnelles extrêmement cohérentes dans leurs effets. Et du point de vue du pouvoir, cela rappelle une vérité fondamentale. Les dynamiques les plus efficaces sont souvent celles qui ne se déclarent pas comme telles, parce que l'absence d'intention apparente rend le mouvement difficile à contrôler, et notamment à contrer. Tandis que du point de vue de la nature humaine, cela va confirmer que l'essentiel des comportements sociaux est guidé par des mécanismes implicites, automatiques, profondément enracinés dans la gestion de l'image de soi et de la place dans le groupe. Et pour une femme en ascension, c'est un schéma capital à retenir. Parce que malheureusement, si vous êtes une femme en ascension, vous avez certains capitaux, vraiment que vous incarnez ou même que vous possédez, il sera primordial que vous intégriez ce schéma et notamment que vous compreniez l'enseignement sur la dissonance féminine et que vous intégriez ce schéma. Celles qui sont pas membres, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir ce schéma. Et vous qui êtes membre, vous avez ce schéma et que je vous encourage même à télécharger. Celles qui ne sont pas membres, vous qui êtes sur YouTube, je fais appel à votre imagination pour vous-même créer ce schéma ou bien vous prenez une feuille, vous le créez vous-même, d'accord ? Voilà, une femme en ascension sera la cible par excellence de vivre ce cycle. Comprendre cette dissonance, ce n'est pas une invitation à la méfiance généralisée, mais à la lecture fine des transitions, mais également au développement de mécanismes pour neutraliser ce type de comportement. Et c'est ce que je vais mettre en lumière dans mes ouvrages. Parce que le moment décisif ne se situe jamais dans l'attaque finale, mais dans les glissements intermédiaires, dans le passage de la fascination à l'imitation, puis de l'imitation à la réduction symbolique, là où les signaux sont faibles mais déterminants, là où se joue l'avenir de la relation avant même que celle-ci ne se détériore de manière visible. Et si ce phénomène donne parfois l'impression que certaines relations se dégradent sans raison, c'est précisément parce que la cause n'est pas événementielle mais structurelle. Il n'y a pas eu de conflit, pas de rupture, pas d'incident, mais un écart qui s'est creusé et qui a été régulé. Et dans les dynamiques humaines, une règle demeure constante, presque implacable. Ce n'est jamais simplement votre présence qui dérange, c'est ce que votre présence révèle. C'est ce que votre présence active, ce que votre présence met en lumière chez l'autre. Et c'est cette mise en lumière, notamment si vous êtes dans l'excellence et d'autres se complaisent dans une forme de médiocrité, on voit cet écart. Donc vous êtes en train de, par votre incarnation, parce que vous incarnez l'excellence, vous incarnez l'ascension, donc vous mettez en lumière, vous mettez en exergue la médiocrité ostensible auprès de cette femme, peut-être qui pourrait ressentir cet écart avec vous, d'accord ? Alors, qu'est-ce que cela va faire, étant donné qu'on perçoit cet écart avec vous ? Ça va déclencher donc des ajustements, des tensions et parfois des stratégies de réduction jusqu'au point où on arrivera à une campagne de diffamation. Elle ne vous rejette pas immédiatement, elle passe d'abord par vous comprendre, puis par essayer de vous ressembler, avant de devoir parfois vous réduire pour se retrouver et pour finir, intégrer, partager une image fausse, collective, notamment en passant par une campagne de diffamation. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion. C'est une lecture. Vous pouvez la rejeter, vous pouvez la digérer, vous pouvez commencer à regarder les gens autrement,
dans ceux qu'ils évitent, dans ceux qu'ils répètent et dans ceux qu'ils ne disent jamais. Rappelez-vous, la majorité des conflits viennent d'une incompréhension des règles implicites, pas d'un manque de bonnes intentions. Si cet épisode vous a dérangé, c'est qu'il a touché juste. Si vous vous êtes reconnu, c'est que vous êtes déjà en train d'évoluer. Nous continuerons à analyser, décoder, disséquer, non pas pour juger, mais pour ne plus être dupes. À très bientôt pour un nouvel épisode où la lucidité reste votre meilleur avantage.